Radio Campus Paris. Il est 20h sur Radio Campus Paris. Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. pourquoi le féminisme? Nous les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur. Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 21 novembre. Il pleut, il fait froid. Profitons-en tant qu'il est encore temps. Nous sommes le 21 novembre, au cœur d'une semaine placée sous le signe de la mémoire des victimes de la violence patriarcale. Hier, c'était le Thé d'Or, le jour du souvenir trans, Trans Day of Remembrance. Samedi, le 25, c'est la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le 28 novembre 1998, Rita Hester, femme trans noire, était assassinée à Boston. C'est pour elle que des activistes ont lancé le premier Thé d'Or en 1999. Depuis, le 20 novembre, on se réunit, on allume des bougies, on se recueille pour les personnes victimes de transphobie, isolées, agressées, tuées ou poussées au suicide par une société qui n'accepte pas leur existence. Selon l'organisation Transgender Europe, au moins 320 personnes trans ont été assassinées en 2023, 94% étaient des femmes, 80% étaient racisées. Près de la moitié de ces victimes étaient des travailleuses du sexe, une communauté particulièrement vulnérable aux violences transphobes. Il faut dire leurs noms: Aishia Davis, Coco Dadol, Casey Johnson, Brianna Gay et tous les autres. Samedi, c'est la grande marche. On marchera contre les violences faites aux femmes. On mettra un manteau, un bonnet, un foulard violet pour réclamer encore et encore que les femmes n'aient plus à vivre leur vie en craignant la violence masculine. Répéter encore et encore le décompte des femmes tuées par leurs conjoints chaque semaine. Redire que ces violences de genre traversent toutes les couches de la société, tous les milieux. On en a eu ces derniers jours une illustration assez éclatante chez des gens dont on attend qu'ils fassent l'effort d'être irréprochables, nos élus. Une députée accuse un sénateur de l'avoir droguée à son insu. Cette femme, on l'écoute, on la croit. Cet homme, on l'a sanctionné rapidement. Mais pour une affaire médiatisée, combien d'histoires, combien de souvenirs traumatiques, combien de femmes qu'on n'a pas crues ou pas entendues. Samedi, la marche veut porter un message contre les violences de genre, les violences sociales et les violences d'État, un système. C'est la police qui n'écoute pas, c'est la justice trop lente, c'est aussi la précarité dans un contexte économique qui se dégrade, la pauvreté qui touche de plus en plus de femmes. L'actu déjà pas riante nous a remis un coup de massue dimanche avec l'élection en Argentine d'un populiste d'extrême droite, misogyne et LGBT-phobe, dans un pays où les femmes viennent d'obtenir le droit à l'avortement après des années de lutte. Mais j'aimerais conclure avec le sourire. C'est pour ça que ces journées existent, quand le contexte nous accable, quand le flot continu d'informations nous glace. Se réunir, se réchauffer dans la marche côte à côte, faire entendre les voix qu'on préfère ignorer, crier ensemble. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. On continue aujourd'hui à regarder le monde avec nos lunettes féministes. Ce soir, justement, on parle des voix des femmes et de la manière dont le patriarcat les réduit au silence, avec un concept qu'on va explorer tout au long de cette émission, le gaslighting. C'est le thème auquel l'autrice Hélène Frappa a choisi de consacrer un livre documenté et brillant. On écoutera l'entretien qu'elle a accordé à Pauline. Et puis, on retrouvera évidemment nos chroniqueuses, Émilie et Chloé, qui nous partageront leur regard sur le thème du jour. Mais d'abord, on se donne de l'énergie avec le rock de deux filles qui chantent en français et qui n'ont pas peur de faire du bruit. C'est Otis Cœur sur Radio Campus Paris. J'aimerais que t'arrêtes, je ne suis pas d'humeur.
Les rockeuses d'Otis Kerr, Laisse-moi. Et on change d'ambiance. Vous venez d'entendre les premières secondes du film Gaslight de George Cukor en 1944. On va beaucoup en parler ce soir avec notre invitée, Hélène Frappat, dans un entretien qu'elle a enregistré avec Pauline. Bonsoir. Salut Mao, ce soir nous sommes donc avec Hélène Frappat. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes critique de cinéma, romancière et traductrice, et vous avez publié Le Gaslighting ou l'art de faire taire les femmes, un livre qui est publié aux éditions de l'Observatoire dans la collection La Relève, disponible depuis le 11 octobre dernier en librairie. Pour moi, le mot gaslighting, c'était un mot un peu redoutable. En tout cas, moi, en tant que femme de 28 ans, je le redoutais un peu. Jusqu'à avoir lu ce livre, c'est un peu le mot qu'on n'a pas du tout envie d'entendre, surtout dans une discussion sur nos relations amoureuses, par exemple. C'est un peu le mot qui fait jaillir la terreur dans les yeux de certaines. Pourtant, quand j'ai tapé récemment ce mot dans ma barre de recherche Google, vu le nombre d'articles français qui posaient la question « Qu'est-ce que le gaslighting ?» et qui donnaient pour la plupart des définitions un peu vite fait, j'ai eu l'impression qu'il y avait un gros problème. C'est un terme qui est devenu, avec le temps, fourre-tout. Pourtant, en 2022, le mot gaslighting, vous l'écrivez dès l'entrée de votre livre, a été élu mot de l'année par le dictionnaire américain Merriam-Webster. C'est dire s'il représente une réalité depuis quelques années politique et sociétale. Pour commencer, une question classique, parce que c'est le fil rouge de votre livre. Est-ce que vous pourriez nous redéfinir le mot gaslighting et d'où il vient ? Parce que vous prenez comme fil rouge un film en particulier, et je vais vous laisser le présenter et nous dire un peu l'intrigue et pourquoi il est à l'origine du mot gaslighting. Alors c'est un nouveau mot, c'est-à-dire c'est un mot récent, c'est un mot qui n'existait pas dans la langue ni anglaise, puisque c'est au départ une pièce de théâtre anglaise, ni états-unienne, puisque c'est devenu, et c'est à partir du film que George Cukor a réalisé en 1944 que ce nouveau mot est apparu. Donc ça vient du titre de la pièce de théâtre originellement qui s'appelle Gaslight, qui est devenu donc un film anglais d'abord. Et puis le film anglais a été racheté par la MGM. C'est un bon film, le texte de la pièce de théâtre. La pièce de théâtre est absolument excellente. Le film anglais est un assez bon film, mais ça n'a rien à voir avec ce que cet immense cinéaste, donc George Cukor, va en faire. Donc en 1944, quand il reprend cette pièce, qu'il change certaines choses et qu'il va garder donc l'intrigue de départ, ça se passe donc au XIXe siècle, c'est en Angleterre, à Londres, c'est disons à la période victorienne. Et donc c'est l'histoire d'une très jeune femme qui s'appelle Paula, qui est une orpheline. Elle a perdu ses parents, elle a été élevée par sa tante. Sa tante aussi, Alice, est morte, mystérieusement assassinée, étranglée. La police n'a jamais résolu l'enquête et on comprendra plus tard que la police n'a jamais voulu résoudre l'enquête et on saura pourquoi. Cette tante était une cantatrice mondialement connue et elle était très riche. Elle avait des bijoux que son amant, le roi, lui avait donnés. Et elle a été assassinée, ce qu'ignore sa nièce, par son pianiste, son accompagnateur, qui recherchait donc ses bijoux, qui voulait la voler. Il est obsédé par les bijoux, cet homme, qui l'a étranglée et qui, quelques années plus tard, va manipuler Paula, donc la nièce d'Alice, pour l'épouser, pour la forcer à revenir dans cette maison qu'elle nomme la maison des horreurs parce qu'elle est terrorisée à l'idée de retourner dans la maison où sa tante a été étranglée. Et il veut y retourner pour pouvoir retrouver les bijoux. Il est déjà marié, donc il est bigame, et pour retrouver ses bijoux, et pour avoir le temps de les retrouver, il ne va pas tuer la nièce Paula comme il l'a fait avec la tante, mais il va peu à peu se livrer à toutes sortes de manipulations, par exemple lui offrir des bijoux qu'il va ensuite dissimuler pour lui faire croire qu'elle perd les objets, marcher en permanence dans le grenier quand il cherche les bijoux en niant qu'il y ait le moindre bruit, et puis surtout jouer en permanence sur l'éclairage à gaz, baisser et monter l'éclairage en niant qu'il le fait, si bien que peu à peu, elle se met à douter de sa raison, à douter de sa santé, elle ne sort plus, il l'isole, etc. Bref, il met au point tout un ensemble de tactiques pour lui faire perdre sa voix. Elle aussi est chanteuse, elle va ne même plus réussir à parler et la déshumaniser complètement. Donc ça, c'est le gaslighting.
Voilà donc pour la jeunesse du mot. Et justement, dès le début, pour parler des victimes du gaslighting, qu'il s'agisse de Paula dans le film de Cukor ou même de toutes les femmes gaslightées auxquelles vous faites référence dans votre ouvrage, que ce soit Alice dans le pays des merveilles de Lewis Carroll et bien d'autres, vous utilisez donc le mot gaslighté, mais vous utilisez aussi le mot de femme évaporée ou d'évaporée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi vous avez choisi cette traduction ? Alors, j'ai cherché une équivalence. Alors, dans le livre, je prends le parti pris d'accueillir dans notre langue française ces mots états-uniens, essentiellement, puisque même si ça vient de l'anglais, ensuite, c'est aux États-Unis qu'ils ont une énorme influence et une énorme popularité. Ce qui veut dire que, par exemple, le mot gaslighter, je l'écris EUR, qui en plus fait référence à menteur, manipulateur, imposteur, dissimulateur, etc. Gaslighter, je l'accorde comme un verbe. Et gaslighting, je le garde. Cependant, effectivement, au début du livre, dans la première partie qui s'appelle l'évaporation des femmes, je réfléchis à ce mot qui avait pu être traduit, par exemple, même au Québec, par des mots comme décérébrage, enfumage, etc. Je ne suis pas du tout d'accord, à vrai dire, avec ces traductions qui me paraissent vraiment rater l'essentiel, l'essence même de ce que c'est que le gaslighting, qui n'est pas un énième type de mensonge. C'est pas... Alors évidemment, et ça le livre en parle, ça s'inscrit dans tout un phénomène qui a... Enfin, en tout cas, on pourrait subsumer tous les phénomènes de type vérité, alternative, post-vérité, etc., sous le terme de gaslighting. Cependant, il ne faut pas perdre de vue le fait, et c'est pour ça que j'emploie au début le mot évaporation, à part que le mot me fait rire et qu'il y avait quand même un peu beaucoup d'ironie là-dedans, qu'il s'agit de faire disparaître quelqu'un. C'est du sérieux, en fait. Il ne s'agit pas juste de mentir à quelqu'un. Sinon, mentir à quelqu'un, on ne serait pas face à ce phénomène de société qui est devenu ce mot, et il n'aurait pas une pertinence telle que, à mon avis, il fallait en faire, et je me suis attelée à ça, un concept philosophique, ce qu'il n'était pas avant que j'écrive ce livre. Alors, dans l'évaporation, il y a la vapeur des gaz, il y a l'idée d'avoir des vapeurs, qui est un terme qui a le mérite d'être à la fois misogyne et homophobe dans certains contextes tels qu'il peut être employé, par exemple le dictionnaire de l'Académie française auquel je fais référence au début. La femme évaporée, c'est une idiote, elle n'a pas de cerveau, elle n'a pas de raison, etc. Donc, je trouve en français, ça permet de jouer sur tout un réseau de termes qui ont à voir aussi bien avec l'évaporation de la santé, l'évaporation de la raison, l'évaporation de l'intelligence, et puis la pure et simple disparition. Et ce qui est très intéressant aussi, l'hystérie, avoir des vapeurs, etc. J'y reviendrai après un peu sur l'hystérie. Et ce qui est intéressant, c'est que vous expliquez que juste après, de mémoire, je dis... Juste après l'arrivée de ce film, alors qui, comme vous l'expliquez, n'est pas le premier film qui s'appelle Gaslight, en fait, et c'est une autre histoire, en fait, mais même l'apparition du film Gaslight est une histoire de gaslighting, et ça, vous l'expliquerez peut-être un peu plus tard. Après l'arrivée de ce film Gaslight, donc réalisé par John Cukor en 1944, de mémoire, j'ai l'impression que les femmes ont commencé à utiliser ce terme pour justifier de divorce. Alors en fait, c'est ça, c'est encore plus fort que ça, c'est-à-dire, c'est pas un livre sur le cinéma, mon livre, c'est-à-dire c'est un livre dans le cinéma, avec le cinéma. Je ne me sers pas du cinéma pour illustrer une théorie quelle qu'elle soit. Je pense que le cinéma, il est en avance, en fait. Le cinéma est en avance sur la société, c'est un outil de révélation politique depuis l'origine, absolument inouï. Et que ce film, il a fait beaucoup de chefs-d'œuvre, George Cukor, mais ce film-là est particulier dans son œuvre et dans l'histoire du cinéma hollywoodien, puisque c'est un film qui a eu un effet émancipateur absolument inouï sur ses spectatrices. On peut dire ses spectatrices. C'est-à-dire qu'il fait partie de ces films qui regardent leurs spectateurs. Nous le regardons et il nous regarde, il nous voit, il nous produit un effet de révélation. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, le film sort en 1944. À partir, donc moi j'ai pisté c'est un livre, moi mon matériau c'est le langage, je suis écrivain, c'est un livre sur le langage au fond, parce qu'on va y venir, je pense. La grande question, ce que détruit, le gaslighting détruit des femmes, entre autres, mais pour ce faire, il les détruit à partir du langage qu'elles emploient. Ce qu'il détruit fondamentalement, c'est le langage humain.
Donc j'ai cherché l'origine du mot et je l'ai trouvé en 1948 dans des jugements de divorce en Floride, quand en effet des femmes ont demandé à leur avocat de plaider dans le divorce, je cite, « the gaslight treatment », c'est-à-dire elles ont, en voyant ce film, reconnu que ce qui vit Paula, interprétée par Ingrid Bergman, et ce qu'elle subit de la part de son mari, donc joué par Charles Boyer dans le film, leur permettait en fait de comprendre, c'est pas que ça ressemblait, encore une fois, c'est pas une illustration, mais soudain, tous les mécanismes de ce qu'elle vivait et qu'elle n'avait plus les mots, puisque c'est le principe du gaslighting, il nous enlève les mots pour formuler, il nous enlève, surtout, il nous met dans un tel état de doute que nous ne sommes même plus capables de savoir si ce que nous pensons est légitime, notre parole est coupée de toute forme de crédibilité. Donc ce film-là, à un moment, regarde ces spectatrices et leur dit, et voilà, c'est ça que vous vivez. Et attention, parce qu'en fait, il veut votre peau. C'est pas juste, c'est une histoire, c'est la maison des horreurs, en fait. C'est ça, vous vivez dans la maison des horreurs. Vous croyez que vous êtes en sécurité chez vous ? Vous êtes marié, vous pensez que vous êtes en sécurité avec votre mari, en fait, regardez le miroir que ce film vous tend. Donc je trouvais assez, à la fois incroyable et puis bouleversant aussi d'ailleurs, que des femmes aient pu s'emparer de ce film, justement pour se libérer du mariage probablement tout à fait merdique, destructeur, disons, pour être plus précise, qu'elles étaient en train de subir, et s'en affranchir grâce au cinéma. De ce que vous dites, en fait, juste après, donc, le fait que des femmes s'emparent de ce mot, de ce film, de ce concept qui est en cours de création et d'élaboration, donc après, au fur et à mesure que des femmes s'en emparent, l'arrivée de ce film amène l'arrivée du mot, ou en tout cas du concept, dans le domaine de la psychologie américaine, c'est ça ? Oui, alors en fait, c'est-à-dire effectivement, ça apparaît dans des jugements de divorce, et puis ça va passer, donc ça c'est sous la forme de gaslight treatment, donc je suis un peu obsessionnelle avec le langage, donc après j'ai cherché quand ça arrivait sous la forme d'un verbe, donc au début des années 60, il y a d'abord un anthropologue états-unien Wallace, qui va employer ce mot to gaslight someone, c'est-à-dire rendre fou quelqu'un, dans ce sens-là. Donc, effectivement, au départ, ça commence en intéressant la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie états-unienne, et en pistant, disons, l'origine du concept, l'origine de ce mot qui devient un outil de la psychologie. J'ai découvert que finalement, une de ces formalisations originelle, c'est ce qu'on appelle le double bind, l'injonction paradoxale, je crois en français, c'est-à-dire qui est formalisée par l'anthropologue anglais Gregory Bateson à propos de patients schizophrènes qui subissent dans leur famille un langage qui est effectivement un langage qui va leur ordonner, disons, deux choses contradictoires en même temps, ce qui va les rendre fous. L'ironie de cette histoire, c'est que par ailleurs, ce que fait par ailleurs, je précise, le mari de Paula dans le film. C'est-à-dire à la fois, il lui dit « t'es fatigué, tu devrais ne pas sortir ». Aussitôt, 2 secondes après, il va lui dire « on sort », il lui offre une broche pour aussitôt la lui retirer en lui disant « bon, ça n'arrête pas, en fait, c'est le festival permanent des doubles injonctions ». Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que si on voit l'origine de cette histoire de Bateson, c'est quand même, il y a une responsable dans l'histoire de la schizophrénie des enfants, des maris aussi parfois, c'est la femme, c'est la mère, c'est l'épouse. Donc c'est quand même une théorie qui est très pertinente, c'est une théorie géniale d'ailleurs, notamment sur le fonctionnement du langage. Il voit bien comment la société états-unienne fonctionne, par exemple la télé de l'époque qui à la fois condamne la violence tout en diffusant des programmes hyper violents, donc met le spectateur dans cet état permanent de double injonction. En revanche, il ne le voit pas du tout sur ce que, à la même époque, la Betty Friedan va analyser remarquablement dans son best-seller féministe La femme mystifiée, où elle s'intéresse à the big picture, c'est-à-dire la société états-unienne de l'époque, et comment la ménagère blanche, je précise blanche, je ne le dis pas, mais il s'agit des blanches, des banlieues pavillonnaires, qui est coincée dans les banlieues pavillonnaires, etc., va être entièrement gaslightée par une société qui, en fait, pour que ça marche au niveau individuel, il faut aussi que ça ait été préparé par toute une société qui a renvoyé peu à peu les femmes chez elles, qui a mis énormément d'obstacles empêchant peu à peu les femmes de rester à l'université, voire de finir le lycée, etc.
faisant qu'elles ont des enfants de plus en plus jeunes, qu'elles ne travaillent pas, qu'elles sont coincées et qu'elles doivent obéir en effet à toutes sortes d'injonctions, avoir fait un ménage impeccable en étant teinte en blonde, en étant maquillée. Tout ça est littéralement ne plus lire de livres ou lire des magazines féminins, etc. Être peu à peu en effet complètement décérébré, en venir à douter de toute forme de vie même intérieure. Et aujourd'hui, donc, c'est un mot qui est passé du domaine de la psychologie au langage commun. C'était un peu l'étape finale. Alors, il y a eu une étape avant, en fait. La grande étape intermédiaire, c'est la première élection, la première campagne électorale précédant l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, quand à ce moment-là, des analystes politiques, des journalistes très nombreux aux États-Unis ont écrit en disant « He's gaslighting the country », c'est-à-dire en étendant cette notion de gaslighting à un phénomène politique de manipulation de l'opinion, effectivement de manipulation de la vérité, etc. Et là, c'est devenu viral. Aux États-Unis, parce qu'en réalité, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce terme, personne ici, c'est pas du tout un terme très connu encore en France. Hein. Et il a été, effectivement, il est un peu popularisé par deux, trois. Mais j'ai l'impression pour l'instant que ça en reste un peu à une espèce de séquelle de ce qu'on a fait avec les pervers narcissiques ces dernières années, qui, moi, ne me convainquaient pas du tout, d'ailleurs, je dois dire, parce que jamais la question politique n'était posée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question systémique. Voilà. En quoi il s'agit de philosophie politique, en fait. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de quelques nanas qui ont pas eu de chance, qui sont tombées sur un mec un peu pervers qui va les faire souffrir toutes seules chez elles. C'est pas ça le sujet. Si c'était le sujet, ça n'aurait rigoureusement aucun intérêt, je pense. En tout cas, pour un livre de philosophie, ça n'aurait aucun intérêt. La question n'est pas l'exception, c'est-à-dire il y a des bons maris, il y a des mauvaises épouses, il y a des femmes qui sont dingues. C'est pas le sujet, en fait. Le sujet, c'est que ce que voit George Cukor quand il fait son film, et c'est pour ça qu'il ne s'intéresse jamais au gaslighter, au mari. Jamais, ça ne l'intéresse pas du tout. À l'évidence, le mari est complètement dingue, enfin, il est obsédé par les bijoux. Il est attiré par les bijoux. Il a une attirance sexuelle totale, oui, alors les femmes, c'est pas du tout son truc. Son truc, c'est les bijoux. Pourquoi ? On le saura jamais. On sait juste ça, et puis qu'il a aucun sens de l'humour. Il en a vraiment aucun. Ce qui n'est pas le cas de sa femme, qui va réussir à un retournement de situation finale extraordinaire grâce à l'ironie que clairement George Cukor, qui était un maître en la matière, lui prête. Donc la question, à partir du moment où on ne s'intéresse pas, où le film ne s'intéresse pas, et moi je suis le film de ce point de vue-là, parce qu'il y a tout dans ce film, en fait. Il faut en tirer, enfin il y a presque tout, disons, il faut en tirer toutes les conséquences philosophiques. À partir du moment où on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la tête du mari. Pourquoi monsieur est méchant ? Je m'en contrefous, je dois dire. C'est ce que vous dites dans votre voilà. dès le début. Et c'est important. Oui. C'est pas juste que moi je m'en contrefous. C'est que si on commence à s'intéresser à ça, on fait de la psychologie. Et pas de la philosophie. Et pas de la politique. Et assez vite, on est dans une position assez moralisatrice. Monsieur est méchant, c'est triste. C'est pas le sujet. Le sujet, il est beaucoup plus fort politiquement que ça. C'est l'institution du mariage. Qu'est-ce qu'elle révèle ? Et c'est clairement ça qu'attaque le film de Cukor. C'est ça aussi que la pièce de théâtre dénonçait à propos de la société victorienne, sans aucun doute. Mais là, Cukor s'en prend à une institution. Donc le mari, au fond, comme le grand philosophe états-unien Stanley Cavell l'a dit dans un livre qu'il a consacré en grande partie au film de Gaslight de Cukor, Antise, donc en français, il dit on ne saura jamais ce qui se passe dans la tête du mari parce qu'en fait, tous les maris sont pareils dans l'histoire que nous raconte Cukor. Ça ne veut pas dire que tous les maris sont pareils. Ça veut dire que ce film, il nous raconte l'histoire du mariage. Ce n'est pas la même que l'histoire des maris. L'histoire du mariage qui est celle, donc, pour le résumer comme le fait merveilleusement Cavell, et je creuse la question à sa suite, c'est l'histoire d'une non-conversation, d'une conversation impossible. C'est-à-dire que le mari et la femme ne sont pas à égalité de discours, de traitement. C'est un rapport de pouvoir. Un a le pouvoir, et l'autre, la femme, peu à peu, va être destituée de toute forme de pouvoir, au point qu'elle sera même destituée de sa condition humaine, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que le gaslight et le mot gaslighting est important. En fait, c'est un concept qui est devenu un peu clé aujourd'hui pour nommer ce que le patriarcat, en fait, fait aux femmes. C'est une expérience collective que vous essayez de montrer. Absolument. Je pense que c'est un concept clé, crucial. Et c'est un concept crucial, effectivement, qui montre le fonctionnement interne
du patriarcat sous toutes ses formes, sous la forme, disons, concrète du fonctionnement du mariage, sous la forme sous une forme juridique, sous une forme politique, sous une forme historique, sous la manière dont ce système fonctionne aussi en termes de système de santé. Comment les femmes vont être systématiquement sous-diagnostiquées, sous-traitées avec ce que les Américains appellent un biais. Pourquoi ? Parce que leur parole n'est pas crédible. Donc moi, mon idée, c'était de remonter, d'essayer de comprendre en fait tout ce qui nouait, toutes ces situations systémiques, comme vous dites, de gaslighting, et de remonter de comprendre comment ça marche. Parce que l'intrigue elle-même, le scénario, disons, du gaslighting, il est assez simple en fait. Une fois que, d'ailleurs, je pense que n'importe quelle fille ou femme le comprend assez vite. Je trouve un peu fatiguée. Tu devrais peut-être arrêter de travailler, ça te fatigue beaucoup. On se calme là, tu parles un peu fort là, etc. Enfin, je veux dire, t'as tes règles, c'est ça, t'as encore tes règles. On peut le formuler chacun. Je veux dire, la liste est indicative. Il y a plein de cas possibles. Voilà. Tu parles trop fort. Il faut te calmer. Et en même temps, tu n'as rien à dire. Ça, c'est la double injonction. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle essaye de parler, il lui dit qu'elle n'a rien à dire, en fait. Alors même qu'il l'a empêchée de parler. Donc la question, elle est là. Et ce qui est essentiel pour moi, on pourrait parler presque d'intersectionnalité dans ce sens-là. Ce n'est pas un mot que j'emploie dans le livre, mais on pourrait le voir de ce point de vue-là. C'est que cette question du patriarcat, on ne peut pas l'isoler. C'est vraiment la question du changement d'échelle. C'est-à-dire, on ne peut pas isoler la conjugalité et l'intimité et ce qui se passe dans une famille, et ce qui se passe sans témoin, dans des lieux sans témoin, que ce soit le mariage, la famille, l'enfance aussi, qui sont un des lieux où tout se passe sans témoin. Donc quand ça se passe bien, tout se passe bien. Quand ça se passe mal, c'est un peu compliqué, l'absence de témoin, bien précisément. Et la question du gaslighting, on est gaslighté à 2 et on ne s'en sort pas sans témoin. Donc il faut être 3 pour s'en sortir. Donc voilà, la question, c'est qu'en 1944, quand Cukor fait ce film, en arrière-plan, il y a le nazisme. Actuellement, ce que nous a montré notamment l'élection de Trump, c'est que encore maintenant, cette perversion du langage humain, cette manière de détruire tout ce qui peut faire un monde commun, à commencer par les femmes qui en sont exclues, c'est une des manières dont le fascisme, dans notre monde contemporain, s'introduit. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. On poursuit cet entretien passionnant dans quelques minutes